Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous encore en 2023 pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'économie dans le monde, ceux qui la réfléchissent aussi et qui veulent la faire évoluer. C'est le cas de l'homme que nous recevons aujourd'hui, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, que nous allons interroger avec mon camarade de Jeune Afrique, Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. À nos côtés, dans le studio 51 de RFI à Issy-les-Moulineaux, un patron d'envergure, engagé en politique dans son pays, la Côte d'Ivoire. Bonjour Jean-Louis Billon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de détailler les thématiques que nous allons aborder ensemble, un bref résumé de votre parcours de vie avec Julien. Jean-Louis Billon, vous êtes souvent présenté comme l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Cette fortune, vous en avez en partie hérité, en même temps que vous avez hérité avec vos frères de Sifka, premier groupe privé du pays, acteur majeur de l'économie ouest-africaine. Un groupe industriel fondé par votre père et co-dirigé aujourd'hui par votre frère Pierre et Alassane Doumbia. Vous rejoignez l'entreprise au milieu des années 90, après des études aux États-Unis, puis vous devenez son PDG de 2001 à 2012. Aujourd'hui, en plus d'en être l'un de ses actionnaires, vous présidez le conseil d'administration de deux de ses filiales les plus importantes, la société africaine de plantation d'EVA, spécialisée dans la production et l'usinage de caoutchouc, et Sucrivoire, qui produit du sucre de canne. Sifka, géant de l'agroalimentaire, est également un producteur d'huile de palme et emploie au total plus de 30 000 personnes en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Ghana et au Nigeria. Comment se porte Sifka, Jean-Louis Billon ? Est-ce que vous profitez des tensions sur le prix des denrées alimentaires ? Oui, je dirais malheureusement et heureusement, oui. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. La crise en Ukraine a engendré une augmentation considérable du prix de l'huile de palme. Donc oui, nous en profitons aujourd'hui. Et du sucre aussi, on y reviendra un peu plus tard, mais le sucre aussi est assez haut. Du sucre également, ça nous préserve des importations frauduleuses que nous connaissions ces dernières années. Mais pour le sucre, nous avons une problématique plus compliquée. L'EVA, le caoutchouc, en revanche, c'est un peu différent. Alors l'EVA est stable. Il a connu une augmentation après le Covid, mais qui est mesurée en raison de l'industrie automobile, puisque l'essentiel du caoutchouc va sur l'automobile, et l'automobile est un petit peu au ralenti en termes de construction due aux semi-conducteurs qui font défaut. Jean-Louis Billon, si vous conservez dans l'opinion l'image du patron depuis 10 ans, vous êtes davantage connu pour votre engagement politique au plan national. En 2012, vous devenez ministre du Commerce, et c'est un portefeuille que vous conservez jusqu'en 2017. Est-ce que c'est un bon souvenir, cette période ? Oui, c'est une belle expérience, il faut dire, surtout en termes de régulation du commerce, et ensuite tous les travaux qui ont été faits en faveur des PME avec le plan Phoenix pour dynamiser ce secteur qui a besoin d'être dynamisé. Un bilan qui est en partie critiqué d'ailleurs, le bilan de ce plan pour les PME. Bon, il faut le mettre en œuvre. Peut-être que ceux qui ne l'ont pas conçu ont du mal à comprendre. Je dirais plutôt ceux qui ne sont pas issus du secteur privé, en tant que patron, en tant que créateur d'entreprise, qui ne souffrent pas comme ceux qui animent des PME, ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire qu'en politique, il faut des chefs d'entreprise ? Je pense qu'il en faut. Les pays les plus dynamiques ont des chefs d'entreprise. Vous faites référence ? Aux États-Unis d'Amérique, aux pays asiatiques. Quand j'ai rencontré des homologues à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, beaucoup d'entre eux étaient issus du secteur privé. Et vous voyez le dynamisme de ces économies-là. Un pays, ça se gouverne comme une entreprise ? Il y a des différences quand même. Pas complètement. Il ne faut pas faire un parallèle aussi rapide. Il n'y a pas que les résultats chiffrés qui comptent. Non. Par contre, la rigueur de la gestion, oui. Vous êtes un fan du président Talon au Bénin ? Un fan du président, non. Je suis plutôt un fan d'artistes musicaux ou sportifs. Que pensez-vous de la présidence de Patrice Talon au Bénin ? Bon, je pense qu'il a amené des innovations. Les Béninois le disent. Et sa culture issue du secteur privé, je pense qu'il l'a appliquée pas mal au niveau de l'État. N'allons pas trop loin.
à votre sortie du gouvernement, donc Jean-Louis Billon, où vous dites que vous commenciez à vous ennuyer. Vous quittez le parti présidentiel pour rejoindre le PDCI et vous êtes l'un de ceux qui vont plaider pour une rupture avec le camp du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette trahison vous vaudra de perdre la présidence de la région du Hambol sur décision du Conseil des ministres. Lors de l'élection présidentielle de 2020, vous vous déclarez candidat avant de vous raviser pour laisser la place à Henri Konan-Bédier, le chef de votre parti. En revanche, vous jurez que rien ne vous fera renoncer à la prochaine échéance prévue en 2025. Depuis presque 2 ans, vous êtes député de Dabakala, le fief de votre famille situé dans le nord du pays, et vous cultivez à l'Assemblée nationale votre image d'opposant à la politique du gouvernement, avec toujours un regard attentif porté aux questions économiques. Et elles sont nombreuses, ces questions d'actualité, le coût de la vie, bien sûr, les prix des produits de première nécessité, dont Sifka est partie prenante. On connaît les tensions actuelles sur les marchés, la politique sociale et économique du gouvernement ivoirien, le rôle des grandes entreprises de ce pays pour sa croissance, les relations avec la France qui continue d'y investir, la campagne, bien sûr, pour la présidentielle 2025 et quelques questions internationales, l'intégration régionale notamment. Voilà un beau et un gros programme. Cette émission, vous pourrez la retrouver en vidéo sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique. Les meilleurs moments à l'écrit également sur le site internet de Jeune Afrique et bien sûr tous les détails en images sur notre page Facebook RFI ECO, RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous. Jean-Louis Billon, dans votre message aux Ivoiriens pour le Nouvel An, vous avez dit « 2023 est pour notre pays une année électorale ». Élection locale dans un premier temps, vous le constatez par vous-même, avez-vous dit, nombreuses sont les villes et les régions qui sont mal gérées, mal tenues, mal conduites. La Côte d'Ivoire a besoin d'un vrai développement. Qu'est-ce que vous entendez par un vrai développement ? Un développement plus équitable, un développement, quand je pense aux villes et aux régions, qui prend en compte le cadre de vie, les besoins primaires des populations. Moi, je viens d'une région où il y a un problème d'eau potable criard, et cela depuis une dizaine d'années. Un déséquilibre en faveur des grandes villes ? C'est ça que vous sous-entendez ? En faveur des grandes villes, oui, en faveur des grandes villes. Donc, et un problème d'assainissement qui n'est pas réglé depuis plus d'une trentaine d'années dans le pays, même sur Abidjan. Et puis, bien sûr, un problème de gouvernance dans la gestion. Et ça me permet quand même de corriger ce que vous avez dit en me présentant. En 2020, je n'ai pas déclaré de candidature. Vous n'étiez pas candidat en 2020 ? Je n'étais pas candidat, donc il y a beaucoup qui font la confusion. J'ai simplement dit que si le président Bédier n'était pas candidat, je serais candidat. Il se trouve qu'il a été candidat, donc je n'ai pas eu à présenter de candidature. Manifester votre intérêt, voilà, mais sans être officiellement candidat. Dans l'idée de préparer 2025 déjà ? Il y avait cette idée-là d'afficher... Dans l'idée de préparer 2020, qui était préparée, et 2025, bien sûr. Donc, vous étiez prêt dès 2020 ? Oui, de toute façon, un homme politique doit être toujours prêt. On en reparlera largement dans la seconde partie de l'émission. Un vrai développement... Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas quitté le parti présidentiel. J'étais toujours au PDCI, mais nous étions dans une alliance qui a été rompue par la suite. Mais vous avez été... il a été écrit que vous avez été élu à la tête de la région du Hambol sous l'étiquette RDR. Oui, parce que c'était le seul parti, mais je n'étais pas du tout encarté dans ce parti. Mais lorsque vous avez été élu, c'était sous les couleurs du RDR. Oui, mais en tant que PDCI. Et je l'avais dit publiquement, en disant je représente mieux le RHDP avec une carte PDCI en poche. Parlons d'économie. Voilà. Alors un vrai développement, est-ce que ça sous-entend aussi que les processus d'industrialisation du pays n'ont pas été menés suffisamment loin? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce plan-là? Oui, indéniablement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays en croissance. Depuis la sortie de crise, nous connaissons une croissance soutenue, même si elle s'essouffle un petit peu aujourd'hui. Il faut faire remarquer quand même que cette croissance est soutenue par l'investissement public, en grande partie. De 3 000 milliards de francs CFA dépensés à partir de 2011, ça a été quadruplé et aujourd'hui nous sommes à plus de 12 000 milliards d'investissements publics. Donc c'est l'investissement public qui est le moteur de cette croissance essentiellement. Il faudrait remettre au centre le secteur privé plus l'entreprise, de sorte que ces entreprises-là
qu'elles deviennent plus compétitives, qu'elles investissent plus, qu'elles emploient plus. Et là, nous aurons une croissance beaucoup plus durable. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des groupes privés qui n'investissent pas, qui attendent que l'État fasse le gros des investissements? Ou est-ce que c'est la faute de l'État qui ne crée pas les conditions de l'investissement des privés? Bon, un petit peu les deux. Mais si vous voulez, il appartient à l'État de faire la meilleure des offres. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si la Côte d'Ivoire était ce marché paradisiaque pour l'entreprise, le monde de l'entreprise le saurait. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Qu'est-ce qui manque? Nous souffrons d'une compétitivité, un manque de compétitivité de notre économie. Si jamais on corrige ce déficit de compétitivité, on va attirer beaucoup plus d'investisseurs du monde entier en Côte d'Ivoire et même d'initiatives nationales au niveau de la Côte d'Ivoire. Plus concrètement, Jean-Louis Billon, quelles mesures immédiates il faudrait prendre pour que la Côte d'Ivoire devienne une nation émergente, passe à la vitesse supérieure, au cran supérieur? Un environnement beaucoup plus favorable aux PME. Vous avez des grandes entreprises qui s'installent quand il y a un tissu de PME suffisamment compétitif avec des savoir-faire pour faire ce que la grande entreprise ne sait pas faire. Donc, créer des incubateurs, créer des centres qui permettent de tout ça, former plus des les dirigeants. conditions, une fiscalité favorable et tout, redynamiser la bourse régionale des valeurs. Tout ça, ça manque chez nous. Hein. Et puis, il y a un sujet qu'on abordera, mais rendre notre monnaie et notre système financier également plus compétitif, plus rentable, plus abordable pour les entreprises. Jean-Louis Billon, critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. Manifestement, le président Ouattara est au contraire plutôt fier de son bilan récent. Écoutez quelques extraits de ses vœux prononcés le 31 décembre dernier. L'année 2022 a été marquée par un contexte régional et international difficile. Mais elle a aussi été une année de progrès et de solidarité pour notre pays. Nous avons fait le choix d'être aux côtés de chacune et de chacun d'entre vous, en luttant contre la cherté de la vie, pour contenir le taux d'inflation dans notre pays à un niveau parmi les plus faibles dans le monde. Nous avons poursuivi nos objectifs de consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Les perspectives économiques de notre pays demeurent bonnes, avec un taux de croissance projeté en moyenne à environ 7% par an sur la période 2023-2025. 2025, la date de la présidentielle. Jean-Louis Billon, la Côte d'Ivoire connaît depuis 2011 d'ailleurs une croissance relativement soutenue, plus de 6% par an en moyenne, y compris pour 2020, marquée par une récession mondiale. À vos yeux, c'est quand même une vraie réussite, non? Le président Ouattara vante en tout cas cette réussite à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Oui, je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons connu une croissance et ça c'est indéniable. Je ne dis pas que rien n'a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque nous y avons participé nous-mêmes. J'y ai participé également. Mais je pense qu'on peut faire mieux, tout simplement. C'est vrai, l'inflation par rapport aux autres pays est maîtrisée, nous connaissons une croissance, il y a des décisions économiques qui ont été prises et qui ont été plutôt salutaires pour le pays, mais je suis un opposant. Et je vous dis, c'est une Formule 2, on peut avoir une Formule 1. Cette croissance... Notre passion d'ailleurs, une de vos passions dans la vie, le sport automobile. Ah, ça, on en profite, on n'en reparlera pas forcément. On verra. Julien. Donc la croissance, on en a déjà, on l'a un tout petit peu évoqué, c'est vous qui l'avez pointé. Est-ce qu'elle est suffisamment inclusive ou est-ce qu'elle a profité davantage aux Ivoiriens les plus riches? Et comment on fait pour qu'elle soit davantage tournée, si ça doit être le cas, vers l'ensemble de la population? Alors, bon, quand il y a croissance, il y a quand même un minimum d'enrichissement. Seulement, beaucoup d'Ivoiriens se plaignent que cette croissance ne ruisselle pas sur les couches les plus défavorables. On pourrait dire que le taux de pauvreté, malgré la croissance, reste quand même élevé
pour un pays comme la Côte d'Ivoire. À combien à peu près ? Il est au-dessus des 40%. Au-dessus des 40%. Donc, Il a baissé. Mais au cours des 10 dernières années, il a baissé ? Oui, il a quand même baissé par rapport à la période de la crise ivoirienne. Mais la période de la crise ivoirienne, c'était quand même une période d'exception. Et il est normal que ce taux de pauvreté baisse. Mais il n'a pas suffisamment baissé pour permettre aux Ivoiriens de connaître un niveau de vie acceptable. Donc, pourquoi ? Je vous ai dit, investissement public essentiellement. Ça limite dans la création d'emplois. Ça limite dans le nombre de personnes concernées et la redistribution. Donc malheureusement, il faudrait une croissance beaucoup plus inclusive pour que les Ivoiriens soient plus heureux. On l'a dit en introduction, je l'ai dit lors de votre portrait, vous êtes souvent présenté comme l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire, vous et votre famille, puisque c'est un groupe familial. Est-ce que les plus riches des Ivoiriens devraient payer plus d'impôts, contribuer davantage de cette manière-là ? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de Je pense qu'ils le font. Ils le font déjà. Il y a un gros débat au niveau de la fiscalité en Côte d'Ivoire en disant que la pression fiscale n'est pas suffisante. En réalité, elle est énorme. Ce sont les mêmes qui payent toujours. Le calcul est fait sur l'ensemble de la population, alors qu'en réalité, ce sont les mêmes qui payent. Et quand il y a augmentation, on se retrouve avec une pression quasiment insoutenable. Nous travaillons... Ça, c'est lié à la taille de l'informel. C'est-à-dire que ne sont taxées que les entreprises formelles et elles sont... Exactement, oui, à la taille de l'informel et au déficit même d'entreprises et de personnes salariées, puisque ce sont ces personnes-là qui sont assujetties à l'impôt. Mais nous travaillons essentiellement pour le fisc et pour les banques. Si vous voyez ce que nous payons au fisc et aux banques, et vous transformez ça en bénéfices, nous ne serions pas un des groupes les plus forts d'Afrique de l'Ouest, mais un des groupes les plus forts du monde. Et c'est une maladie qui n'est pas seulement ivoirienne, c'est une maladie africaine, le fait d'avoir une assiette fiscale très réduite et d'énormément taxer. Malheureusement, oui. Et encore une fois, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire de ne pas savoir faire pour le secteur privé. C'est un mal africain ou plutôt subsaharien, peut-être à l'exception de l'Afrique. Il y a des pays qui se débrouillent pas trop mal. Quand vous regardez aussi l'économie ivoirienne, nous sommes Abidjan est une des villes les plus chères du monde. Les villes africaines les plus chères, vous avez Abidjan, vous avez Dakar, vous avez Luanda, vous avez N'Djamena, vous avez Libreville, qui sont régulièrement classées parmi les villes les plus chères du monde. Et ça, c'est pas normal. Ça nous ramène à ce déficit de compétitivité dont je vous ai parlé. Vous prenez un pays comme la Tunisie, vous prenez la Namibie, vous prenez l'Afrique du Sud, ils font partie des pays qui ont les prix les plus abordables du monde. Donc, manque de pouvoir d'achat, c'est un appauvrissement. Avoir une fortune personnelle dans un pays, vous l'avez dit, où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, est-ce que moralement, ça oblige à s'investir pour l'intérêt général ? Oui, mais à la différence de quand vous vivez aux États-Unis ou en Europe, vous avez une pression sociale qui est énorme. Donc, pas parce que vous êtes riche, parce que vous avez une occupation, parce que vous avez un emploi. Donc ce que je vous dis est valable pour tous les Ivoiriens qui ont une situation où ils peuvent... Dès que vous avez un revenu fixe, une rémunération, vous êtes obligé de redistribuer. Vous êtes obligé de redistribuer. Donc ça, c'est un impôt informel, mais que vous devez faire par solidarité familiale, amicale et sociale en général. Justement, pour les salariés, la politique sociale, c'est aussi la politique des salaires. Le président a annoncé une augmentation importante du salaire minimum, le SMIC, plus 25%. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que patron ? Et est-ce que c'est applicable dans les entreprises en général et dans la vôtre en particulier ? Dans la nôtre, oui, parce que de toutes les façons, les salaires ont toujours été bien au-dessus du SMIC. Il faut dire que le SMIC n'est pas très élevé. Il était de 36 000 francs. Vous n'avez pas de salaire aussi bas dans votre entreprise ? Non, jamais. De 36 000 francs, il est passé à 60 000 et maintenant, il passe à 75 000. C'est une bonne chose, mais encore faudrait-il avoir un emploi pour en bénéficier. Jean-Louis Billon, vous restez avec nous. Pour aider les consommateurs,
Au-delà des salariés, le gouvernement a plafonné les prix de certains produits de première nécessité, comme l'huile, le sucre ou le riz. Nous sommes en ligne avec le président de l'une des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire, la FACACI. Bonjour Alain Tailly. Bonjour Bruno, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alain Tailly, comment vous jugez les mesures qui ont été annoncées ces derniers mois par le gouvernement ? Nous jugeons cette politique-là comme une bonne politique qui a commencé depuis 2020 par la crise de Covid-19, qui a permis aujourd'hui de juguler toutes les flambées des prix et de permettre de stabiliser cette flambée-là sur les marchés. Mais au niveau de la FACACI, nous avons dit que cette politique-là, c'est une politique de crise, une politique à court terme. Il faut que désormais on puisse réfléchir à des politiques qui permettent de stabiliser sur le long terme et qui permettra d'anticiper sur toutes ces crises pour qu'on puisse avoir une politique réelle qui, au niveau opérationnel, peut durer sur 10 ans. Et c'est ce que nous attendons. Alain Tailly, à votre avis, quel doit être le rôle des grandes entreprises, des grands industriels pour soulager les consommateurs, sur le prix du sucre par exemple ? Je pense que déjà, il faut, en ce qui concerne le sucre, il faut que tous les sucriers puissent comprendre qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande du marché ivoirien. Ça crée une pénurie sur le marché et donc il faut que ces groupes-là puissent investir encore plus pour pouvoir satisfaire le marché ivoirien en matière de sucre. Je vous l'ai dit, la pénurie de sucre aujourd'hui crée une augmentation du prix du sucre au niveau des boutiques et donc déjà, à une période donnée, les sucriers n'arrivent pas à satisfaire les consommateurs. Nous pensons qu'il faut absolument que ces grands groupes-là puissent déjà tenir compte de notre avis en permettant une grande production pour saturer tout le marché ivoirien et cela va permettre effectivement de baisser les coûts du sucre déjà en Côte d'Ivoire. Merci Alain Tailly, président de la FACACI, la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Jean-Louis Billon, on va vous faire réagir à ces propos qui s'adressent en partie à vous. Les grandes entreprises comme Sifka ont un rôle à jouer pour limiter l'inflation ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce que nous demandons, nous, c'est d'avoir une économie beaucoup plus compétitive. Réduction du niveau général de l'impôt au niveau de l'entreprise, réduction des coûts des facteurs. Nous avons une électricité 1 kWh qui, même s'il est plus bas que l'ensemble des pays de la sous-région, reste plus élevé que des pays qui sont nos concurrents réels. Je pense au Brésil, je pense à la Malaisie, je pense à l'Indonésie. C'est à cela qu'il faut qu'on se compare, et non pas aux plus mauvais de la classe. Donc nous avons besoin de compétitivité pour pouvoir réaliser des investissements productifs. Alors, la Côte d'Ivoire peut être un pays producteur de sucre en grande quantité. Il faut une volonté politique. C'est ce qu'on vous demande là, c'est de produire davantage. Il faut une volonté politique, une vraie volonté politique. Il y a des terres disponibles. Je le dis, il y a des terres. Je le dis pourquoi ? Parce que nous avons un partenaire qui nous vient de l'île Maurice. L'île Maurice est un des gros producteurs de sucre dans le monde. Sur cette petite île, ils arrivent à produire plus de 700 000 tonnes de sucre. Alors, lorsqu'ils sont rentrés avec nous dans Sucre Ivoire, je leur avais posé la question, pensez-vous que le sucre peut être un secteur d'avenir pour nous ? Il m'a dit, écoutez, je suis même surpris que vous ne produisiez pas plus de sucre en Côte d'Ivoire. Parce que les meilleures terres sucrières de Maurice sont moins bonnes que les moins bonnes terres sucrières de Côte d'Ivoire. Il a tout dit. Mais les investissements, est-ce qu'ils n'ont pas été des investissements locaux, je dirais quelque part limités, même peut-être des fois sabotés par les importations ? Oui, à un moment donné, oui. Les importations du Brésil ? Massivement. De partout, du Brésil, d'Australie. Mais quand le cours mondial du sucre est bas, comme par hasard, il y a pas mal d'importations. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que le cours est élevé. C'est pour ça qu'il faut assurer une souveraineté alimentaire, et je pense que les différentes crises ces dernières années nous le démontrent, aussi bien en Europe où on a vu ces déficits dans certains produits, ou alors au niveau de la médecine, manque de masques, manque de gants, ce genre de choses. Il faut que les pays assurent un minimum de production nationale. Et au niveau du sucre, de l'huile, du riz, nous devons avoir une souveraineté alimentaire. Est-ce qu'il faudrait davantage réguler ? Est-ce qu'il faudrait, comme pour le pétrole, avoir un OPEP du sucre, un OPEP de l'huile, un OPEP du riz ?
Je ne crois pas qu'on ait besoin d'en arriver là. Mais bon. se concerter davantage au niveau international? Là, il s'agit d'alimentation. Il ne s'agit pas d'énergie ou de faire tourner les véhicules. Il s'agit essentiellement de nourrir nos populations et de ne pas être dépendant à un moment donné d'une conjoncture internationale qui fait qu'on sera en déficit total. Fort heureusement pour nous, nous sommes des producteurs d'huile. En Europe, aujourd'hui, vous avez un déficit d'huile de tournesol et comme par enchantement, toutes les critiques sur l'huile de palme sont tombées et vous êtes les premiers importateurs d'huile de palme. Où est donc passée votre conscience? Je reviens juste un bref instant sur la question du plafonnement des prix qui a été évoqué avec Alain Tailly de la FACACI. Est-ce que c'était une bonne mesure de plafonner les prix? Alain Tailly disait très bien, très bien à court terme, mais voilà, à long terme. Il a raison de dire que c'est bien dans l'immédiat parce qu'il fallait éviter la spéculation. Malheureusement, ce ne sont pas les industriels qui fixent le prix définitif. Il y a tout un réseau de distributeurs qui, eux, spéculent sur les prix et augmentent le prix parce qu'il y a rareté. Donc il faut les contrôler davantage, il faut donner davantage de moyens au ministère du Commerce pour... Oui, tout à fait, pour être sûr que le prix conseillé à la sortie usine soit respecté. Mais il y a aussi des effets complètement inattendus. Quand on bloque le prix en Côte d'Ivoire, les pays voisins ne bloquant pas le prix ont des prix plus élevés. Donc vous avez des distributeurs qui vont tranquillement s'installer à la frontière et vendent au prix fort dans les pays voisins, générant un déficit plus important chez nous. Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Le sucre, donc, l'huile de palme, le caoutchouc, l'agro-industrie, c'est le cœur de l'activité de Sifka, le groupe de votre famille, premier employeur privé du pays. Qu'est-ce que Sifka apporte à la Côte d'Ivoire que n'apporte pas, par exemple, le Saguinpourien Olam, aussi présent dans le pays? Qu'est-ce qui fait qu'être un champion national, c'est positif au-delà, ça va au-delà de ce qu'apportent les acteurs étrangers? Alors, essentiellement parce que nous, nos bénéfices sont redistribués en Côte d'Ivoire et que les siens sont redistribués à Singapour. Mais les bénéfices sont redistribués aux actionnaires, c'est-à-dire à un petit nombre de gens. Oui, mais ils sont réinvestis également. Ils sont réinvestis et puis, je veux dire, on participe plus à la croissance nationale. Nous investissons beaucoup plus au niveau national, ne serait-ce qu'en biens personnels. Une maison achetée à Abidjan apporte plus à l'économie nationale qu'une maison achetée à Miami. Alors, parmi les secteurs où les Ivoiriens sont aussi quasiment absents au niveau industriel et quasiment aussi au niveau commercial, c'est le cacao. Le cacao qui est un secteur phare de la Côte d'Ivoire, puisque le pays est le premier producteur mondial. Est-ce que ça aussi, c'est une autre anomalie? Et est-ce que les pouvoirs publics ont fait en sorte que cette anomalie soit corrigée? Alors, il y a plusieurs responsabilités. Il y a eu par le passé la Banque mondiale qui a voulu déréguler le secteur cacao et qui s'est complètement trompé. On n'en parle pas suffisamment, mais au niveau de la Banque... Sifka était présent dans le cacao. Sifka était présent. Mais à ce stade-là, il faut parler de faute. Je pense que la Banque mondiale, trop dogmatique, a fauté en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Le Ghana, qui a attendu de voir ce qui se passerait après la dérégulation du secteur cacao en Côte d'Ivoire, a refusé d'entrée de jeu de déréguler son marché du cacao. Donc le Ghana s'en est mieux sorti par la suite, et la Côte d'Ivoire a vu tous les acteurs nationaux disparaître. Ce qui est un comble pour un pays qui est le premier producteur mondial de cacao et qui n'a pas d'acteurs nationaux qui évoluent dans le cacao. Quand je parle d'acteurs nationaux, je parle de l'envergure de Sifka à l'époque, qui était le premier exportateur mondial. Mais cela appelle aussi d'autres observations. D'entrée de jeu, je vous ai parlé de compétitivité. Nous sommes le premier exportateur mondial de fèves de cacao, mais il revient moins cher d'exporter, de transformer le cacao ivoirien à Chicago, à Berlin, à Amsterdam, même à Singapour, que de le transformer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous sortez la tonne transformée, presque $200 plus cher en Côte d'Ivoire que dans ces pays-là. C'est quoi, le coût de la main-d'œuvre? L'électricité? Le coût global des facteurs de production. Donc, la seule raison pour laquelle on transforme en Côte d'Ivoire, c'est pour sécuriser le sourcing. C'est pour ça que ces grands groupes sont venus s'installer, pour ne pas dépendre
de différents aléas. Donc, ils sécurisent leur sourcing au niveau national et leurs pertes et profits sont calculés ailleurs. Il y a effectivement cette dépendance aux multinationales. Pour le coup, là, il y a quand même eu une ébauche, en tout cas un vrai début de concertation au niveau des prix, au niveau des conditions de vie de ceux qui travaillent dans ces cultures. Oui, mais il y va de la survie même de la filière, parce que de moins en moins de familles se tournent vers la production de cacao, et à long terme, si vous n'avez pas de main-d'œuvre pour produire le cacao, vous le paierez au prix du caviar. Donc là, c'était l'intérêt de tout le monde. Voilà, c'était l'intérêt de tout le monde. Il fallait agir, et il y a cette concertation, y compris sur le sujet de la déforestation. Vous êtes favorable à ces mesures plus restrictives venues d'Europe, là, en l'occurrence, pour ne pas acheter de produits comme le cacao issu de la déforestation? Oui, bien sûr. Bon, le cacao a besoin de la forêt, de toutes les façons. C'est un arbre qui pousse essentiellement à l'ombre, hein, donc il a besoin de la forêt. Et la déforestation, pour nous, est un mal. Nous avons eu plus de 20 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on en a à peine 2 millions. C'est très impressionnant, hein, quand on survole la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de forêt quasiment, en tout cas de grandes forêts. Bien sûr. Et la Côte d'Ivoire devrait redevenir un pays forestier. Mais ça, c'est une autre problématique. Et je pense que copier ce qui se fait au Canada ou aux États-Unis avec des plantations d'arbres pour entrer en exploitation, c'est mieux que de venir vandaliser ce qui nous reste comme forêt pour l'exploitation du bois. Jean-Louis Billon, actionnaire de Sifka, est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous dites notamment qu'une croissance où les groupes étrangers jouent les premiers rôles ne peut pas être pleinement satisfaisante. Question très simple, la Côte d'Ivoire a-t-elle besoin de davantage de champions nationaux? Et est-ce réalisable à court terme? De champions et d'entreprises nationales en général. Je veux dire, l'investissement direct étranger, c'est une bonne chose. Ça nous apporte des savoir-faire nouveaux, des investissements venus d'ailleurs, des exportations, des devises. C'est une bonne chose. Personne ne refuse l'investissement direct national. D'ailleurs, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, tous les pays favorisent l'investissement direct étranger. Mais il nous faut localement plus d'entreprises pour avoir une classe moyenne, une classe bourgeoise sur laquelle repose notre vrai développement et un développement durable. Pendant la crise ivoirienne, on l'a bien vu, tous ceux qui sont partis, qui ont désinvesti, ça a fragilisé notre économie. Donc on ne peut pas dépendre uniquement d'investissements étrangers. En plus, il y a des secteurs entiers de notre économie où vous n'avez pas de nationaux. Et ça, c'est pas normal. Imaginez la grande distribution. Imaginez la grande distribution, par exemple, la c'est France un secteur... sans Français dans le vin ou sans Français dans le luxe. C'est impensable. Hein. Imaginez aux États-Unis aucune entreprise américaine qui fabrique des blue jeans. Est-ce que la Côte d'Ivoire aurait pu avoir un champion national dans le domaine portuaire ? On se souvient que vous aviez contesté l'attribution du terminal du TC2 au groupe français Bolloré. Vous aviez dénoncé un monopole, vous aviez même formulé un recours devant l'UMOA. Est-ce qu'aujourd'hui, ça manque, ce champion manque ? Oui, bien sûr. Pour preuve, nous avons le secteur portuaire le moins compétitif de la sous-région et parmi les moins compétitifs du monde. Mais là, vous venez d'accueillir un deuxième terminal. Un deuxième terminal qui est revenu à la même personne. Donc c'est un double monopole. Ou un monopole au carré, je ne sais pas comment vous allez le qualifier. Le monopole, ça ne fait pas le manque de compétitivité. Vous en êtes sûr ? Ce n'est pas un port qui fonctionne selon vous ? Il ne fonctionne pas suffisamment bien. Il y a beaucoup d'engorgements. Les prix ne baissent pas. Encore une fois, vous allez dire, vous comparez beaucoup Singapour. Oui, je compare à Singapour, parce que Singapour a commencé en 1966, et Singapour, contrairement à ce que beaucoup pensent, a copié Abidjan à un moment donné. Pourquoi ? Parce que Abidjan était la ville tropicale la mieux tenue dans le monde. Donc Lee Kuan Yew, qui a été le Premier ministre de Singapour, en visite officielle en Côte d'Ivoire, a dit au président Félix Houphouët-Boigny « J'aimerais que Singapour ressemble à Abidjan un jour ». Eh bien, il a fait mieux. Aujourd'hui, le port de Singapour est un port compétitif
avec des centaines de portiques, de terminaux, qui sont en compétition. Le jour où nous allons avoir une compétition au niveau portuaire, vous allez avoir les prix qui vont baisser, mais du simple au double. Donc le départ de Bolloré et du groupe français Bolloré, qui a vendu ses activités portuaires africaines au groupe MSC, pour vous, ça change rien. Ça reste un monopole. Et ça n'aurait pas dû se faire. Je pense que là, la commission de la concurrence de l'UEMOA et celle de Côte d'Ivoire doivent se pencher sur la question. Encore maintenant. Encore maintenant. Est-ce que la famille... C'est très simple. En Europe ou aux États-Unis, loi antitrust, il y aurait eu tout de suite un contrôle de la question. Est-ce que la famille Aponté vous inspire plus de confiance que la famille Bolloré? On verra, c'est dans la pratique. Bon, après, moi j'avais critiqué Vincent Bolloré à l'époque. Il a été mis en examen par la suite, il a plaidé coupable. Bon, c'était sur la Guinée, sur le Togo, mais croyez-moi, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été différent. Voilà qui nous amène à la présence française en Afrique. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, était il y a quelques semaines à Abidjan pour le lancement de 2 grands projets d'infrastructure. Il était aux côtés du Premier ministre Patrick Hachi. On l'écoute. L'objet de ma visite, c'est de marquer le lancement concret de la réalisation de grands projets d'infrastructure ici à Abidjan. Le métro, auquel nous attachons avec le Premier ministre Patrick Hachi une importance toute particulière, et le projet d'extension de l'aéroport. Le métro, c'est un des plus grands projets d'infrastructure du continent. C'est un projet ambitieux. C'est un projet social qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et de chacun. Et c'est un projet qui marque le lien fraternel qui unit la Côte d'Ivoire et la France. La France qui prête 247 millions de dollars rien que pour le métro, qui va être construit par un consortium français. Ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser de grands projets sans la France ? Si, bien sûr. On aurait pu choisir l'Allemagne, par exemple, qui sait construire des trains également, ou alors la Chine ou le Japon. Mais ça n'aurait pas pu être fait par des Africains, par un groupe africain ? Pour les travaux du gros œuvre, oui, mais pas pour les travaux de construction du train, puisque nous n'avons pas encore d'industrie ferroviaire. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi. Ce dont beaucoup se plaignent, c'est le coût du projet, qui semble élevé par rapport à ce qui a pu se réaliser ailleurs dans le monde. Donc il faudrait peut-être faire des comparaisons pour être sûr que nous sommes à ce niveau-là à un prix acceptable. Là, vous parlez de l'apport industriel des pays étrangers pour construire les rames notamment, mais il y a aussi cette question de mobilisation des ressources financières. Alors, est-ce qu'on ne peut pas mieux mobiliser l'épargne africaine ? Bon, ça c'est un débat. Si on le commence, on va passer la journée. Mais oui, on peut mieux mobiliser l'épargne africaine. Ensuite, sur un projet comme ça, sur un projet comme celui du métro d'Abidjan, j'espère que la loi sur les PME va jouer son rôle. En même temps que nous avions mis en place le plan Phoenix, il y a la loi sur la PME. Sur la sous-traitance ? Sur la sous-traitance. À savoir qu'au moins 30% d'un marché public soit sous-traité par des entreprises nationales. Et vous, opposition, vous allez veiller à ce que ce soit respecté ? Vous en avez les moyens ? On n'a pas les moyens, mais on peut regarder si ça se fait véritablement et le dénoncer. Mais c'est à ça que sert cette loi. Ils n'ont pas réinventé l'eau chaude. Cette loi a été empruntée au Small Business Act aux États-Unis, ou bien la loi sur les PME. Mais Jean-Louis Billon, une loi ne vaut que si elle est respectée. Mais bien sûr. Et on pourra dénoncer si jamais elle n'est pas respectée. Puisqu'on parle des Maintenant, sur la mobilisation, là, c'est le secteur financier qu'il faut voir pour que nous puissions avoir des instruments d'épargne qui soient connus. Tout comme j'ai suivi les nouvelles ici, il y a 48 heures, où on dit, le livret A va être revalorisé, mais il faudrait que nous ayons des instruments d'épargne connus au niveau de la sous-région. Et en France, en Afrique de l'Ouest notamment, on parle souvent aussi de davantage mobiliser les fonds des assurances, les fonds de pension. Et ça fait encore défaut dans le dispositif. Oui, complètement.
Puisqu'on parle des relations avec la France, Jean-Louis Billon, est-ce que vous comprenez les mouvements de contestation de la présence française en Afrique ? C'est avant tout la présence militaire qui est critiquée, mais aussi la persistance d'une relation déséquilibrée entre Paris et ses anciennes colonies. Est-ce que la France a trop tardé à réviser son logiciel ? La France a effectivement trop tardé. La France-Afrique n'existe plus ? Vous êtes d'accord quand même avec ça ? Bon, la France-Afrique, c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui. Je pense qu'elle n'existe plus. Il y en a qui l'emploient encore pour critiquer. Autrement, elle n'existe plus vraiment. Telle qu'on l'a connue autrefois, non, elle n'existe plus. Bon, mais la révision du logiciel ? La révision du logiciel, je pense que c'est la France qui doit changer, et non pas les pays africains. Les pays africains sont en train de changer, et la France n'a pas perçu ces changements au niveau des pays africains. Donc, d'où viennent ces contestations ? Les positions de la France face aux évolutions politiques sur le continent, sans que la France ne trouve à redire quand il y a à redire, et qu'elle accepte des situations inacceptables et qu'elle en refuse d'autres. Je parle de la situation au Mali, au Burkina, au Tchad, ou même en Côte d'Ivoire. Donc tout ça amène les jeunes générations à dire mais la politique française n'est plus lisible. Il faudrait qu'elle soit lisible. Aujourd'hui, vous avez une politique américaine qui est beaucoup plus lisible. Elle est claire sur certains sujets. En France, bon, on ne sait pas. Des Américains, ils sont beaucoup moins présents aussi. Ce n'est pas une question de présence, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Tout simplement. Vous direz que la France récolte ce qu'elle a semé, dans ces pays-là en particulier. Exactement. Vous ne pouvez pas, pour parler français, avoir une vérité au-dessus du fleuve et une autre en deçà. Puis il y a la question monétaire, Julien. Oui, on en parlait peut-être un petit peu moins. Il y a eu le Covid ces dernières années. Mais l'utilisation du franc CFA est quand même un débat qui anime toujours l'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA a reculé l'adoption de la monnaie l'éco à 2025. Quant à la CEDEAO, c'est repoussé sine die. Est-ce que mettre fin au franc CFA, c'est une mesure symbolique ou c'est aussi une mesure économique ? Tout à l'heure, vous parliez d'un système monétaire plus dynamique et plus adapté. Non, c'est un peu les deux. Il y a 30 ans ou plus, on ne contestait pas le franc CFA. Pourquoi ? Parce qu'on y trouvait satisfaction. Une monnaie solide, une monnaie qui faisait le travail. Par la suite, il y a eu la dévaluation. 1994. 1994. Elle a été perçue comme venant de la France. Et ensuite, le franc CFA, qui était une monnaie convertible, n'est plus une monnaie convertible. Donc, nous avons perdu les avantages que cette monnaie nous procurait pour ne nous laisser que les inconvénients. Donc, il faudrait retrouver une monnaie avec des avantages, corriger les inconvénients, garder le caractère commun de la monnaie dans une zone, c'est un avantage indéniable, et continuer à bien la gérer comme la commission bancaire et la banque centrale savent le faire, parce que c'est quand même une monnaie qui est bien gérée par ces équipes-là. Elle arrive à être stable, elle arrive à juguler l'inflation. Quand on compare au Ghana voisin... Dans les derniers mois, voilà, le CFA a tout de même permis de sauver la situation. Mais pour un Ivoirien comme moi, qui voyage et qui aimerait changer au bureau de change son franc CFA et qui ne peut pas, c'est un fort handicap. Et ça, c'est pas normal. Et ça a été dicté à l'époque par la France et l'Angleterre, par l'Angleterre notamment. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Nigérians et les Ghanéens prenaient beaucoup de francs CFA qu'ils échangeaient à Londres, et Margaret Thatcher n'en voulait plus. Voilà l'histoire, tout simplement. Donc, tout ça mis bout à bout a fait que... Bon. Mais vous êtes favorable, vous, à la solution qui a été avancée d'un panier de monnaie d'un écho qui... Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme monnaie ? J'ai dit garder les avantages, donc il nous faudrait une monnaie qui soit compétitive, abordable, c'est-à-dire que le coût de l'argent soit quand même plus bas, parce qu'aujourd'hui, quand vous comparez les taux d'intérêt de l'emprunt dans la zone euro par rapport à la zone CFA, ça va du simple au double, sinon plus, alors que nous sommes indexés à l'euro.
Donc nous avons un argent plus cher. Un argent plus cher, sur le long terme, ne favorise pas un développement, puisqu'un développement s'inscrit dans la durée. Donc il nous faudrait des devises beaucoup, beaucoup moins chères. Ensuite, quand je parle de compétitivité, il faut la comparer au ringgit, à la roupie indonésienne, au yen, au dollar, à l'euro. Donc oui, un panier de monnaie avec une partie qui fluctue serait beaucoup plus favorable pour nos économies, toujours en maîtrisant la stabilité. Ça, c'est essentiel. Après, il y a la polémique sur le nom. Si ce n'est que ça, il faut changer le nom et avoir le compte des opérations ailleurs. Intégrer l'Afrique dans le système monétaire international, nous dit Jean-Louis Billon, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Allez, à présent, on va parler de politique ivoirienne. C'est sûr pour 2025 ? Quoi donc ? Vous serez candidat en 2025 ? Je serai candidat pour 2025. C'était lors d'une émission de télévision l'an dernier sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Jean-Louis Billon, vous serez candidat à la présidentielle en 2025. Vous l'avez annoncé avec un credo, place aux jeunes. Est-ce qu'il faut limiter l'âge des candidats ? Quel que soit le parti d'ailleurs. Oui, quel que soit le parti. Je vais vous dire, on est passé d'une constitution qui avait une limitation d'âge, et puis le verrou a sauté. Bon. En ce moment, il y a un débat ici sur les retraites. Bon, il faut cotiser pendant 42 ans. Alors pourquoi est-ce que le monde politique serait le seul secteur où il n'y a pas de retraite connue ? En France non plus. En France non plus, bien sûr, mais enfin, bon, il faudrait une retraite. On n'est pas performant à tout âge, simplement parce qu'on fait de la politique. Vous diriez à un moment donné, même au niveau de l'entreprise, moi, passé 75 ans, je ne pourrais plus être chef de mon entreprise. 75 ans pour vous, oui, parce que cap. Au niveau... Non, je veux dire, légalement, au niveau de l'OHADA, il y a une limitation d'âge. Pour être président ou administrateur ou directeur général d'une entreprise. Il y a une limitation d'âge. Il y a beaucoup de patrons qui doivent y déroger. Oui, vous parlez en France, moi je parle de chez nous. Oui, mais chez vous aussi. Mais ça ne vous empêche pas d'être actionnaire. Après... Le monde politique ne connaît pas de retraite. Et ça, c'est dommage. Dans un pays où la moyenne d'âge chez nous est de moins de 20 ans. Donc vous fixeriez à quel âge l'âge limite pour être candidat ? Elle était à 75 ans, qu'elle revienne à 75 ans. 75. Vous pensez que le président Bédié va autoriser, faciliter ce renouvellement au niveau du PDCI ? Le renouvellement se fera automatiquement. C'est une question de génération. On peut le faciliter, l'accélérer. Il est déjà en train de se faire. Quand vous voyez les derniers membres élus au niveau de l'Assemblée, ils sont relativement jeunes. Donc. Vous n'êtes pas de la même génération, vous avez 30 ans d'écart à peu près, c'est ça ? Qui donc ? Entre le président Bédié et vous-même. Ah oui, bien sûr. C'est plus un père qu'un ami. Donc. Alors, vous n'êtes pas le seul acteur politique le... Je suis le seul qui annonce sa candidature, mais je peux vous dire qu'il y a une demi-douzaine ou une demi-vingtaine qui fourbissent leurs armes et qui ont peut-être peur de le dire aujourd'hui. Justement, on va parler de Tidjane Thiam qu'on a reçu ici même. Qui n'a pas répondu franchement à la question, mais quand on regarde un peu son parcours, son retour en Côte d'Ivoire après... Si, il vous a répondu, il vous a dit « Reposez-moi la question 2025 ». Ah, vous avez écouté l'émission, c'est bien. 2025, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Qu'est-ce que vous inspire son retour ? Moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû partir. C'est une ressource... Il a dit qu'il était parti pour des raisons de sécurité. Oui, mais bon, je veux dire... nous sommes tous restés en Côte d'Ivoire. Quand je dis qu'il n'aurait pas dû partir, c'est parce que nous avons regretté son absence en Côte d'Ivoire, vu la ressource humaine qu'il est. Aujourd'hui, son retour est une bonne chose. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Bon, plus on est de compétiteurs, et mieux c'est. Alors, justement, est-ce que c'est le signe que le PDCI est un parti... plus ouvert, plus démocratique que les autres, ce foisonnement de candidats potentiels. Il l'a toujours été. Il a toujours été. Il y a des compétences au niveau du PDCI. C'est d'ailleurs pour ça que le parti présidentiel vient piocher dans nos rangs. Par défaut de ressources humaines, il vient piocher dans le vivier du PDCI. Votre candidature
rien ne pourra vous faire changer. Vous serez là en 2025. Si le PDCI ne vous donne pas sa voix. Moi, que Dieu me prête longue vie et je serai là en 2025. Je pense que c'est bon pour la démocratie et j'ai une offre pour la Côte d'Ivoire. Y compris en indépendant, si ça doit être le cas. On verra le moment venu. Pour l'instant, je veux être le candidat du PDCI. Et je me bats pour être le candidat du PDCI et je ferai tout pour l'être. Vous cherchez des soutiens en ce moment, à droite, à gauche, dans les mondes politiques, économiques et autres encore? Bien sûr. C'est votre travail. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai déjà pas mal de soutien. Et vous pouvez en nommer quelques-uns? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se dévoiler? Non, je ne le ferai pas. Je leur laisse le loisir de le dire eux-mêmes. Quand est-ce qu'il faudra décider du nom du candidat? Quand est-ce qu'il faut convoquer ce fameux congrès? Quel est le bon timing par rapport à 2023, ce sera pas un congrès, 2024, 2025? Ce sera une convention qui va déterminer mais c'est plus en général, c'est quelques mois avant l'élection, donc ce sera en 2025. Donc on peut attendre encore. On peut attendre, nous avons le temps de faire nos campagnes sur le terrain. À présent, des questions plus internationales, Jean-Louis Billon. Actualité majeure ces dernières semaines pour votre pays, la Côte d'Ivoire, le retour des soldats graciés au Mali. La présidence ivoirienne remerciée il y a quelques jours par le lieutenant Kouassi, le chef des 49 soldats, et par le ministre ivoirien de la Défense. On les écoute l'un après l'autre. Nous sommes très heureux et soulagés de retrouver la mère patrie. Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour notre retour au Bercail. Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des soldats, au nom des familles, au nom de toutes les populations de Côte d'Ivoire, vous remercier pour la manière avec laquelle vous avez géré ce dossier. Vous avez évité de croiser le fer avec le pays frère du Mali. Et en cela, nous avons aujourd'hui ce que nous attendions, la libération de nos soldats. Jean-Louis Billon, le Mali, pays frère, a dit le ministre de la Défense. Il faut traiter avec tous les gouvernements, même ceux qui sont issus de coups d'État ou de putsch, on appelle ça comme on veut. Oui, il faut traiter avec ceux qui représentent l'État d'un pays. En ce moment, c'est un régime militaire. Nous avons connu d'autres régimes militaires. Nous avons connu nous-mêmes un régime militaire. Et malheureusement, on est prompt à sanctionner les régimes militaires alors qu'il fallait d'abord sanctionner la malgouvernance qui a engendré le régime militaire. On réagit trop tard. On réagit, justement. C'est ce que nous disait Stanislas Zézé il y a quelques mois à cette même place. Il faut agir, oui. Et malheureusement, trop souvent, on va condamner alors que les prémices du coup d'État s'annonçaient sans arrêt. Et on est resté muet. On voit une gestion népotique, une malgouvernance, la corruption, les plaintes du peuple. On dit rien et subitement, on voit la CEDEAO qui se réveille et qui condamne. Non, qu'elle condamne aussi les méfaits et qu'elle n'attende pas le coup d'État pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on parle de la CEDEAO, on parle aussi d'intégration économique. SIFCA est une multinationale, donc SIFCA, votre groupe, avec des filiales au Libéria, au Nigeria, au Ghana et bien sûr en Côte d'Ivoire. Quel regard vous portez sur le fonctionnement de la CEDEAO au niveau économique? Alors, aussi bien la CEDEAO que l'UEMOA ont des textes fondateurs et régulateurs qui sont bons, mais qui vont peut-être pas suffisamment loin et qui ne sont pas toujours appliqués. Et la première des règles, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Donc Quand vous vous promenez en Europe, les frontières ont disparu. Vous êtes en voiture, vous passez dans l'espace Schengen. En voiture, sans qu'il y ait un contrôle quelconque. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait, Chez nous, plus de douane. Mais non, en principe, il ne devrait plus y avoir de douane entre nous. Il ne devrait plus y avoir de limitation de transport de devises entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et tout ça. Parce qu'on fait partie du même espace, comme au niveau européen. Et je vais même plus loin. Un appel téléphonique en téléphonie mobile devrait être un appel local
dans tous les pays membres de l'Union, aussi bien UEMOA que CEDEAO. Nous avons des passeports qui sont des passeports CEDEAO. Donc on devrait avoir des guichets CEDEAO quand on arrive dans les aéroports et qu'on passe le plus rapidement possible. Donc là, il y a un côté où ce n'est pas complètement accompli, ou alors qu'on traîne les pieds pour le respect de ces textes-là. Et même à l'échelle du continent, vite, la ZLECAf. Et même à l'échelle du continent, ça prendra plus de temps. Mais justement, pour arriver à l'échelle du continent, il faut d'abord que les différentes intégrations régionales arrivent. La ZLECAf ne fonctionnera pas si la CEDEAO, l'UEMOA pas ne font. Exactement. Vous avez envie de commercer davantage, d'échanger davantage avec d'autres pays du continent, même un peu plus éloignés que vos voisins? Oui, complètement. Lesquels, par exemple? Quels sont vos marchés potentiels ailleurs? Le Nigeria, qui est un marché fantastique. Et puis, tous les marchés, nous, on le fait déjà. Et le port d'Abidjan avait été dimensionné pour servir le Mali, le Burkina et le Niger voisins. C'est pour ça qu'il avait été dimensionné aussi grand. Il faut qu'on retrouve ce dynamisme-là. Il y a une actualité internationale à laquelle personne ne peut échapper. C'est le changement climatique, les dérèglements climatiques dont on a beaucoup parlé évidemment à la COP27. Les dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Est-ce que le secteur privé en Afrique en fait assez pour s'engager dans ce combat? Il faudrait déjà que les États en fassent plus. Arrêter la déforestation, arrêter tous ces trafics que nous connaissons, et qui sont dus essentiellement à la corruption, au manque de contrôle, au non-respect de nos règles. Lorsqu'il y a déforestation, il y a reforestation. Donc ne pas signer de contrat avec des entreprises qui détruisent l'environnement, c'est ça que vous voulez dire? Oui, ça c'est déjà basique. Mais déjà, pour ceux qui sont dans l'exploitation forestière, pourquoi est-ce qu'il y a eu déforestation? Les textes sont là. Quand vous coupez un arbre, vous devez en replanter 2 ou 3. Était-ce fait? Non. En plus, pendant la crise ivoirienne, ils sont partis dans des zones au-dessus du 8e parallèle, là où l'exploitation forestière est interdite, et il y a eu surexploitation. Donc aujourd'hui, nous en payons le prix. CIFCA est attentif à ces investissements sur leurs conséquences environnementales. C'est quelque chose d'important. Vous avez aussi financer la construction d'une centrale à biomasse en partenariat avec EDF. C'est quelque chose l'environnement est quelque chose d'essentiel et de central pour l'activité de CIFCA? Oui, bien sûr, parce que nous en avons besoin. D'ailleurs, nous encerclons les forêts primaires par nos plantations pour les protéger. Et nous développons des forêts primaires au sein de nos plantations pour favoriser cette reforestation. Et ça fait partie de notre politique de développement durable également. Il faudrait que d'autres entreprises le fassent. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives dans le même sens. Jean-Louis Billon, vous avez l'émission touche presque à sa fin. Vous avez eu un parcours très riche. Je reviens de 2007 à 2010. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez présidé le comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, le football, qui vous intéresse d'ailleurs toujours. Vous avez rencontré récemment l'organisateur du Chin-Chin, c'est ça, ce tournoi de Maracana, cette variante du football. Le Cam Chen-Chen. Voilà, Chen-Chen, pardon. J'ai dit Chin-Chin, c'est Chen-Chen. Je découvre moi aussi. Sur les réseaux sociaux, certains vous appellent à sauver le football ivoirien, à acheter des clubs pour rivaliser avec les plus grands du continent au nom de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie, en tant que chef d'entreprise, plutôt fortuné, de vous impliquer dans le football? Alors, nous sommes déjà impliqués dans le football. Il y a une histoire qui n'est pas très connue, mais l'école Mimo Sifcom, qui est l'école qui avait été construite par ASEC, Sifcom nous-mêmes, et donc le président d'ASEC, qui est Roger Ouignet, et à l'époque Jean-Marc Guillou, qui ont fait cette école où 90% de l'équipe nationale, bon, Didier Drogba ne sort pas de ce centre de formation, mais que ce soit Baki, que ce soit Kolo, que ce soit Gervinho, que ce soit Yaya Touré, tous, Barry, ils viennent tous de l'école Mimo Sifcom. Et à un moment donné, c'est cette équipe qui a remporté le championnat
africain des clubs et qui a été la plus belle équipe que la Côte d'Ivoire est connue. Donc nous sommes impliqués dans le football. Nous sommes le sponsor de la SEC. Aujourd'hui, le football ivoirien a besoin d'un nouveau... Quand vous voyez le maillot de la SEC, vous voyez Sifka dessus. Donc nous le sommes depuis le début de cette aventure, depuis les années 60. Mais est-ce que vous pouvez aller encore plus loin? Alors, est-ce que le football ivoirien a besoin d'un nouveau souffle? Oui, bien sûr. Il faudrait que le championnat national retrouve ces fameux derbys qui existaient entre la SEC Africa, le Stella et le Stade. Tout ça manque aujourd'hui au sport. Nos champions partent trop tôt alimenter les championnats européens. Et il faudrait que notre championnat soit densifié. Il y a toute une politique à avoir autour, depuis le collège, l'université jusqu'au niveau professionnel, où on devrait avoir des champions, des championnats mieux organisés, de sorte que ce soit de véritables talents qui arrivent au niveau professionnel, et toute l'économie du sport soit repensée au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons de vrais talents. Et je pense que nous faisons partie des nations africaines capables de remporter la Coupe du Monde un jour. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes fan de Formule 1. Est-ce qu'un jour peut-être, et de sport automobile, est-ce qu'un jour peut-être un Grand Prix de Formule 1 pourrait être organisé sur le sol africain? Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à organiser un Grand Prix de Formule 1 dans votre pays, c'est que votre pays a déjà atteint un niveau de développement suffisant pour accueillir un Grand Prix. C'est le cas de la Malaisie, c'est le cas de Bahreïn, c'est le cas de la Chine. Par le passé, c'était le cas du Brésil, de l'Argentine et du Mexique. L'Afrique du Sud a été le premier pays africain avec Kyalami, et aucun pays africain aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse avoir un Grand Prix de Formule 1 dans un des pays africains. J'espère en Côte d'Ivoire dans le futur. Nous avions le rallye du Bandama, le rallye du Côte d'Ivoire, qui faisait partie du championnat du monde, et nous avons perdu cette classification parce que nous ne répondions plus aux critères de sécurité, et ça veut dire que nous avons reculé sur certains plans. Donc il faudrait que nous retrouvions cette belle Côte d'Ivoire que nous avons connue. Jean-Louis Billon a une idée derrière la tête. Exactement. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Entretien à réécouter, à lire sur les sites de RFI et de Jeune Afrique, à voir en vidéo sur nos chaînes YouTube respectives, à vos partages, à vos commentaires, notre page Facebook RFI Éco. Merci à vous Jean-Louis Billon. Merci. Merci Julien Clémenceau. Merci Bono. Et merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. Merci à Tiffany Manta également, qui était derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur Radio France Internationale. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI.